Bienvenue à Mediapart, le journal indépendant qui vous propose tous les mercredis soirs à partir de 20h, de la télévision indépendante où on a le temps d'aller au fond et de poser des questions qui fâchent avec des réponses sans langue de bois. Alors ce soir, nous sommes à 10 jours du 22 janvier, c'est-à-dire du premier tour de ce que nous préférons appeler à Mediapart la primaire socialiste. Nous avons reçu la semaine passée 2 de ces candidats, du quatuor de candidats socialistes. C'était Arnaud Montebourg et Manuel Valls. Non, plutôt les amis et les soutiens de Manuel Valls, car hélas, il n'a pas voulu venir. Et ce soir, nous sommes très heureux de recevoir d'abord Benoît Hamon et ensuite Vincent Peillon, chacun, même durée de temps, pour 1h15. Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Merci d'être là. Je rappelle juste votre fiche biographique, qui n'est pas une fiche de police, rassurez-vous. Vous aurez 50 ans en 2017. Vous êtes aujourd'hui député des Yvelines et conseiller régional d'Île-de-France. Vous êtes au Parti socialiste depuis 1986. Vous avez commencé comme rocardien, dans le même courant que Manuel Valls. Vous avez été assistant parlementaire, président du MJS, au cabinet de Lionel Jospin quand il était Premier ministre, de Martine Aubry quand elle était ministre du gouvernement Jospin, porte-parole du Parti socialiste, député européen de 2004 à 2009, et enfin, on en parlera évidemment, ministre sous François Hollande, d'abord entre 2012 et 2014, dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ministre de l'économie sociale et solidaire, puis ministre de Manuel Valls, ministre de l'éducation. Première question, nous allons avec Christophe Gueugnot vous cerner de questions et d'autres membres de la rédaction de Mediapart vont venir vous interpeller. Première question, on la pose à tous les candidats de cette primaire, tous les candidats à la candidature. En une phrase, en une formule, donnez-nous une bonne raison d'aller voter à cette primaire. En une phrase. Je pense tout simplement qu'on vit une transition qui interroge tous les citoyens, que la primaire est un moment où on va pouvoir parler, cette primaire qui n'est pas la grande élection présidentielle, mais qui est un moment démocratique malgré tout. On va pouvoir parler de quelle manière nous pouvons maîtriser cette transition. Je pense à l'impact de la révolution numérique sur le travail, je pense évidemment aux conséquences de notre modèle de développement sur la santé de la planète. Je pense aussi à la crise d'une forme de démocratie française liée aux institutions de la Ve République, à la crise du projet européen, bref, que nous sommes dans un moment de transition où il nous appartient de dire de quelle manière on maîtrise cette transition ou on bascule, à mes yeux, dans l'autre option, la régression. Et donc, le sens de ma candidature, c'est de formuler des options, de les mettre en débat, de ne surtout pas revendiquer de détenir la vérité, mais de proposer des options à nos concitoyens pour maîtriser collectivement ces transitions. Vous voyez bien que le sens de ma question, c'est, vous avez répondu, pourquoi être candidat, pourquoi aller voter. C'est pourquoi aller à la primaire des socialistes. Alors que vous sortez du pouvoir, vous avez tous été candidats, vous avez tous gouverné, vous êtes tous peu ou prou comptables de ce bilan. Qu'est-ce qui peut, dans ce climat quand même de déception, au point que le président lui-même sortant a dû renoncer, nous donner envie d'aller vous départager entre socialistes? Mais je ne sais pas si j'ai envie de donner envie. Je pense que l'envie, elle est là, spontanée de la part de gens ou heureux du quinquennat ou déçus de ce quinquennat, d'exprimer démocratiquement leur volonté, ou que ça change ou que ça continue. Ma conviction à moi, c'est que il n'y a pas de raison que si nous faisons la même chose qu'hier, les résultats changent. Mais d'autres pensent qu'on peut continuer comme cela. L'envie, je pense qu'elle naîtra dès lors qu'on pense que cette primaire peut être utile au rassemblement de la gauche ou pas. Si la majorité des Français, ou en tout cas des Français de gauche, pensent que c'est finalement une forme de chant du cygne d'un parti social-démocrate français, le Parti socialiste, en fin de cycle, et vis-à-vis duquel il faut, pour l'essentiel, peut-être aller
à l'enterrement, baisser son chapeau, mais pas davantage, oui, alors là, ça n'a pas grande utilité. Mais je pense que dans un moment qui est le moment qu'on vit, où incontestablement il y a des formes classiques d'organisation politique, d'orientation, certains dogmes s'effondrent, se disloquent, il y a dans ces moments-là aussi des moments de recomposition politique. Et il m'apparaissait évident, tant par exemple sur la question du revenu universel, finalement, le débat peut renaître assez spontanément et de manière très vivante. On va Christophe Gueugnon. Au mois de septembre, j'ai interrogé plusieurs de vos proches et l'un d'eux m'a dit, je le cite, notre problème en fait, c'est qu'il y a marqué socialiste sur notre tête. C'est qu'en gros, faire campagne pour cette primaire, c'est quand même compliqué quand on est socialiste parce que malgré tout, on porte le bilan. Est-ce que vous partagez ce constat ? Est-ce que ça a changé depuis ces quelques mois ? Ça n'est pas simple tout le temps. Cela étant dit, pourquoi je parle du revenu universel ? Mais à dessein. C'est que non, je disais qu'on y reviendra. Oui, avec mais juste, je veux en parler. J'imagine sur le fond, mais aujourd'hui, les salles se remplissent là où elles étaient vides, et pourtant il y a un point et la rose à l'entrée, quand on évoque la question du revenu universel. Qu'est-ce qui ramène au débat des personnes une question qui s'attache à penser le rapport au travail ? C'est pas neutre pour la gauche. S'attache à penser la protection sociale ? C'est pas neutre pour la gauche. S'attache à penser de quelle manière demain, avec des règles du jeu différentes, on peut s'assurer que ceux qui travailleront seront au moins aussi protégés que ceux qui les précédaient. Et je dis ça parce que ce qui m'a frappé, et j'en ai témoigné assez tôt auprès de d'abord de confrères à vous, de ceux qui s'interrogeaient sur ce début de campagne un peu poussif que nous avions dans les primaires, je leur disais, sans doute est-il poussif, mais je note une chose, c'est que sur la question sociale, sur la question de la relation et du rapport au travail, en dépit de ce qui peut apparaître comme un handicap, le fait d'organiser une réunion avec le logo du PS au-dessus de la tête, là, des personnes qui ou étaient déçues, voire même qui veulent s'informer, reviennent à la politique. Ce qui veut donc dire quoi ? C'est qu'au fond, et c'est plutôt assez rassurant pour notre démocratie, puis pour la gauche en général, il apparaît que sur un certain nombre de questions centrales, et qui étaient restées jusqu'ici un peu invisibles, notamment la question du travail, on peut reformuler aujourd'hui ce que ce pourrait être les bases d'un rassemblement nouveau, d'une orientation nouvelle, d'un projet politique. Donc, bon, je ne dis pas qu'avec seulement le revenu universel, on arrivera à transformer du plomb en or, pour faire vite. Mais moi, je trouve que c'est plutôt positif et ça me rend plus optimiste aujourd'hui que je ne l'étais il y a encore 3 mois. Vous voyez que la question aussi pose cette question dans l'identité socialiste, le bilan. En 2011, quand il y a eu la précédente primaire socialiste, vous étiez des challengers après 10 ans d'opposition. Aujourd'hui, non seulement il y a le bilan d'un pouvoir, de ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écouter la nouveauté des propositions sans les confronter au bilan, et y compris vous concernant et concernant les 3 autres candidats. Vous êtes tous de cette génération. J'ai apporté ce livre, Vincent Payon, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon. Je n'en ai pas trouvé avec Manuel Valls. Mais j'ai rappelé que vous étiez dans le même courant rocardien. Et tout ça, ça fait quand même, il y a maintenant une 40aine d'années. Donc, quand même, on ne peut pas se demander en disant, mais vous n'avez pas su rénover le Parti socialiste, vous n'avez pas su vous unifier, vous n'avez pas su créer une dynamique chez les vôtres, voire au gouvernement, voire en quittant le gouvernement. Et aujourd'hui, il faudrait prendre pour argent comptant une réflexion peut-être nouvelle dans les mots sur le programme. Ah mais ça, libre à tout à chacun, chaque citoyen, vous, tous ceux qui nous regardent, d'apprécier la sincérité ou pas d'une démarche. Et très honnêtement, je n'ai rien dans ma trajectoire, dans mon histoire, à mettre sur la table, qui puisse m'amener à me déshabiller et à dire, promis, cette fois-ci, ce serait différent. D'abord parce que c'est pas ça la politique. Parce que dans l'action politique, il y a des moments où des idées rencontrent suffisamment d'hommes et de femmes pour être portées, propulsées, s'imposer, qu'à d'autres moments ce n'est pas le cas. Et ce qui me frappe, moi, aujourd'hui, c'est que des choses que je pouvais dire il y a 1 an, dans la pénombre du débat politique,
sans que personne n'y prête véritablement l'oreille, ou très distraite. Ces questions-là, aujourd'hui, parviennent à structurer une primaire qui peut-être manque d'idées. C'est peut-être pour ça qu'elles ont une telle place, mais plus que la primaire socialiste. La question aujourd'hui de la protection sociale de demain, s'il y a moins de travail et la manière dont on la finance, elle intéresse les écologistes, elle intéresse la gauche radicale, elle intéresse toutes les formations de gauche. Ce qui veut donc dire que nous cheminons, et si, pour être très clair, vous trouverez des moments dans ma vie politique où vous pouvez vous dire il y a des raisons de lui faire confiance, et d'autres où vous pourrez vous dire bah non, là, je n'ai pas envie de lui faire confiance, mais comme pour chacun d'entre nous. Et moi, je ne revendique pas une trajectoire parfaite. J'ai même dit, le jour où j'étais candidat, que je revendiquais une humanité imparfaite, ce qui était relativement prudent de le faire. Et vous allez me dire, pas très courageux, puisque chacun d'entre nous a une humanité imparfaite. Sauf que je constate aujourd'hui qu'avec la Ve République, on est tous amenés à revêtir un costume, en général tous trop large pour nous tous trop large. Celui de l'homme ou de la femme qui, investi d'une forme de vérité avec un V majuscule, prétendrait être la solution à tous nos problèmes. Moi, je reste évidemment instruit par l'expérience et celle des autres, notamment, très prudent, mais surtout, je ne prétends absolument pas ni faire la leçon, ni devoir expier quoi que ce soit. J'assume ou j'essaye d'assumer mes choix, qu'ils aient été heureux ou malheureux. Et en même temps, je formule des options aujourd'hui, j'espère qu'elles rassembleront. Christophe. Vous parliez justement des hommes avec un grand costume de la 5e. Aujourd'hui, le PS a l'air vraiment coincé entre Mélenchon d'un côté et Macron de l'autre. Mélenchon, lui, il estime, grosso modo, il l'a dit dans Le Monde, qu'une candidature PS n'était même pas utile. Vous avez semblé un peu lui répondre sur France Inter dimanche dernier en disant qu'une candidature socialiste n'était pas un préalable. Sous-entendu, il faudrait éventuellement discuter. Donc, avec lequel vous aimeriez plutôt discuter si vous gagnez, et en l'état, pour essayer d'assurer la présence de la gauche au second tour. Est-ce que c'est plutôt Mélenchon? Est-ce que c'est plutôt Macron? Et sur quels critères? Est-ce que c'est celui qui remplit le plus de meetings? Est-ce que c'est des sondages? Est-ce que c'est... Non mais là, ça se touche. Non, mais c'est une vraie question. Non, mais l'un et l'autre ont une trajectoire qui, d'ailleurs, comporte une vraie ressemblance. Dans les formes d'organisation qu'ils ont choisies, ils ont choisi des formes très verticales. On revendique la démocratie horizontale, mais c'est surtout le rapport d'un chef à la base. Et on voit quelques, on va dire, acteurs intermédiaires, mais on est dans la forme, on va dire, la plus primitive d'organisation politique. Et un peu moins élaborée que ces appareils que l'on critique, quand ils ne sont plus que des appareils, mais ont pu, à d'autres moments, je pense au Parti socialiste, aussi des partis démocratiques, avec les imperfections de tous les appareils. Je veux dire qu'il n'y a pas de procédure pour Macron, il n'y a pas de procédure pour Mélenchon? J'observe qu'il y a une figure, un projet, des hommes et des femmes à la base, mais que je ne vois pas, ce sont des partis politiques, puisqu'ils ont été obligés de créer un parti pour pouvoir financer leur campagne, mais que je ne vois pas forcément aujourd'hui de forme très originale de démocratie ou de délibération dans ces partis-là. Première remarque. La deuxième, qu'est-ce que j'ai dit à France Inter? J'ai dit que si le 29 janvier j'étais choisi, je me mettrais au service du Rassemblement de la gauche et que j'éviterais de faire, comme tout le monde, de dire je suis pour le Rassemblement de la gauche, mais à une seule et unique condition, que Mélenchon sera lié à moi, que Macron sera lié à moi, si tant est que les deux puissent se rallier à un même candidat, ce qui me paraît impossible, que Yannick Jadot sera lié à moi, etc., etc. En clair, je n'entends aujourd'hui que des hommes et des femmes qui veulent rassembler la gauche, qu'à la seule condition que ce soit derrière eux. Donc j'ai dit que je ne poserai pas cela comme préalable. Est-ce que cela veut dire que je pense que je ne serai pas en situation de le faire? Évidemment non, sinon je ne serai pas candidat. Pas candidat à l'élection présidentielle en passant par les primaires socialistes pour simplement gagner la primaire et m'arrêter là. Mais il me semble qu'on doit avoir une démarche différente. En tout cas, je proposerai cette démarche-là. Vous me demandez... sur quels critères, en fait? Sur quels critères? Ce seront les questions essentielles. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, m'amène à regarder avec intérêt du côté de Jean-Luc ce qu'il dit sur la planification écologique et qu'il a dit dans le débat public avant moi, d'ailleurs. Ce qu'il dit sur la question sociale, qui m'intéresse, sur la question du travail, cela m'intéresse. On a un désaccord sur le revenu universel d'existence. Mais sur le travail, on a évidemment des proximités. Ce qui m'en éloignerait plus, c'est la question européenne, le rapport à un certain nombre de puissances étrangères, dont la Russie, et avec Emmanuel Macron, qu'est-ce que
c'est plus dans les diagnostics que dans les solutions que j'entends des choses qui peuvent m'intéresser, notamment quand il analyse lui aussi ce que sera probablement l'impact de la révolution numérique sur le travail et la nécessité pour nous de ne pas rester passifs devant des prévisions qui sont quand même très alarmistes. L'OCDE, qui est quand même pas le dernier repère d'économistes marxistes, et qui dit 3 millions d'emplois pourraient être détruits ou seront détruits d'ici 20 ans en France. Et en face de cela, d'ailleurs, je veux le dire, ce qui me frappe, c'est que chez ceux qui disent « mais nous, on croit à la société du travail », c'est qu'ils n'ont rien d'autre à opposer que leur foi, leur croyance que cela ne se passera pas ainsi. On a aujourd'hui quand même une documentation suffisamment abondante pour anticiper des phénomènes qui ne concerneront pas que l'industrie mais le secteur des services. Et là, en tout cas, j'entends chez Macron, ou Emmanuel Macron, en tout cas la conscience de cela. Maintenant, vous dire, très honnêtement, ce qui peut nous réunir, j'ai pas parlé d'Yannick Jadot, j'aurais pu en parler parce que là, il y a aussi évidemment des sensibilités communes, mais il n'y a pas d'autre moyen de reconstruire un rassemblement que de poser les termes autour desquels, ou en tout cas les idées autour desquelles on peut se rassembler, et ensuite de tenter de les hiérarchiser. Mais je ferai comme cela, comme on a toujours fait. Deux questions et réponses brèves avant qu'on passe à la séquence suivante. Oui, alors une petite question sur Goodyear et les 7 salariés de Goodyear Amiens-Nord qui ont été condamnés aujourd'hui à de la prison avec sursis. Oui, c'est sévère, oui. Par la cour d'appel, c'était donc en appel. Pour rappel, Goodyear lui-même n'était plus partie civile, c'était juste le parquet qui avait poursuivi. En 2013, il y a eu cette tentative d'amnistie sociale par la loi qu'a chopé en fait à cause du gouvernement. Vous étiez ministre, vous étiez pour d'ailleurs l'amnistie sociale. Donc ma question, elle est simple, c'est est-ce que vous, président, vous prévoirez un système d'amnistie sociale Oui, je trouve que quand on mène un combat où on défend son outil de travail face à des puissances qui sont des puissances qui aujourd'hui traitent les salariés comme une variable d'ajustement, même plus comme une autre. Parce qu'il y a des variables d'ajustement qui ont, aux yeux d'un certain nombre de ces grands groupes, plus d'intérêt et sont plus précieuses encore que les salariés. Je pense que la responsabilité des pouvoirs politiques, c'est de rééquilibrer le rapport de force quand il est défavorable aux salariés. Et en l'espèce, oui, j'avais défendu le principe de l'amnistie pour les Goodyear quand j'étais au gouvernement. Bon, il ne vous a pas échappé que ça n'a rien changé du tout. C'est aussi un de ces arbitrages sur lesquels nous avons perdu. Je me souviens encore des arguments qui étaient ceux qui justifiaient la prétendue fermeté. Parce que ça ne concernait, pour rappel, que les syndicalistes qui avaient été condamnés pendant la mandature précédente Absolument. de Nicolas Sarkozy. Mais bon voilà, nous en sommes là. Moi, je prendrai, quand si les situations se posent, les dispositions pour être conformes aux engagements que je prenais à l'époque et que je n'ai pas perdu, je n'ai pas changé de conviction sur le sujet. Alors on va rester sur le social avec